Demain aussi, je pense que ça roulera relativement bien avant la spéciale d'après-demain qui sera forcément plus dure. Alors, la spéciale d'après-demain, on devra enlever un peu de kilomètres parce qu'on a un petit souci. Donc ça enlèvera 30-40 km, mais il en restera au moins 420 à peu près. On est en train de finir le boulot, je vous le dirai demain. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui en voulaient. 400, ça suffira largement, je pense, parce qu'elle est très costaud, usante. Je vous y prépare dès aujourd'hui. Et c'est vrai que ça sera un petit morceau quand même, cette avant-dernière étape. Piste sablonneuse assez rapide, qui devrait passer pas trop mal, d'après Monsieur Castera. Aujourd'hui, grand luxe, pas besoin de replier la tente. C'est un peu plus tranquille ce matin. Pas bien fiable hein, ton montage. J'ai trouvé que c'était roulant les premiers kilomètres. Les 30 premiers, non. Le début, c'est une motocross. Hein. Il y avait les faisceaux qui chauffaient. David il me disait la trace elle est toujours sur les côtés. Ouais. Mais sauf que les premiers motards ils Ouais. vont tout droit. Putain, comme ça tous, c'est un truc de ouf. En vrai je me souviens des images que vous avez fait, je me souviens que tu étais parti dans le désert là. Celle-là, là, c'est dans les montagnes? Ouais. Ah oui, il y avait... Si, il y avait un pierrier à un moment donné. Ah ouais. Je me rappelle. Il y avait un pierrier qui était compliqué au début. Là le physique, tout neuf. Ça, c'est du mental. Tout neuf. Sous morphine, c'est bien. 178 de liaison, 371 de spécial, 65 de liaison, essence au 179. Belle spéciale, pas de grosses difficultés. 200 à 179 canyon, 179 210 rapide. Attention aux traces de l'étape 1. On va recouper des traces de l'étape 1. Je crois qu'il disait qu'elle est un peu plus facile aujourd'hui parce que celle de demain est balèze. Matin, Clément. Good morning. Oh là là. Ah non. Non mais t'es va, on peut pas faire 2 heures comme ça, c'est pas possible. Il est bon ton chauffeur, hein, parce qu'il s'endort pas. L'avantage c'est qu'il se parle tout seul, t'as pas besoin de lui répondre. Ah, faut que je mette la capote là. À 3. Là, je t'en ai 2. Dis, vous avez combien de quéquettes, les mecs? Hein? Vous avez combien de quéquettes? Voilà, t'es mon frère, les quéquettes à mon frère, moi. Bon, je vais pisser, je vais me mettre le Toyo. Ah bah, j'arrive, je viens en télé. Eh, filme pas ma gueule avec ma gueule comme ça, là. Je sens pas rien. Et sinon, on peut parler de la petite. Ah là, ça coupe. Oh là là. Là, tout de suite. C'est quoi ce bordel? Jamais aussi froid moi. Ça vous dirait de me dire le départ le plus pourri du Dakar 2024? C'était un petit départ à 2 degrés avec du vent les mecs. Ça, comme on respire, Le trajet là. était long en plus. Ah, si on respire là. Ah, je me sens bien. Ça a été dur là. Aujourd'hui ça va. Hier ça a été très compliqué. J'ai eu une belle chute au milieu de la spéciale et la moto était détruite. Le moral était à 0. On a dû tirer un peu dans le bonhomme pour aller au bout et j'ai eu j'ai dû un peu craquer hier soir parce que je
pense que l'ensemble ça a été un peu compliqué. Ouais. Mais là ça va mieux, le corps, bon j'ai le côté droit il est neuf. Je peux te faire un petit moonwalk, côté gauche c'est un peu rayé quoi. On est là pour se faire plaisir et pour finir une belle aventure. Donc le but c'est d'être avec les copains à l'arrivée. Là je vais me faire insulter par tous les puristes. Le casque avec les lunettes dessus. Ah ouais. On vous a vu sur Instagram et on voulait vous voir en vrai. Absolument. Vous êtes beau cette année. Trop froid. Si, hein? Ouais, Non, ouais. maintenant ça va. Ouais. Hey! Ciao ragazzo! Des petits gâteaux? Des petits gâteaux. Allez, Kyle! Allez, Titi! Eh ben, c'est vrai? Là, je vous en ai sauvé deux, les gars. Sérieux? Non. Barrez-vous! Et bravo! Hein. Bravo, Christine! Oh non! Doucement le matin et pas trop vite l'après-midi. Hein. Exactement. Est-ce que tu es absent? Oui. C'est marrant, tu regardes les premières interviews puis celles de maintenant. Tu sais, tu vois la fatigue sur le visage. Là. On devine. Ce matin ça allait, mais je sais pas pourquoi je me suis mis à la bourre à moitié là. J'étais pas en avance. Ça l'a fait, hein, mais sinon ça va, ouais, je me sentais bien, j'ai bien dormi. Pas une forme olympique non plus hein, ce matin, mais bon, ça allait. Hein. Merci, Benji. Voilà, ça c'est une interview au top. Non, t'as dit quoi ton étape alors? T'as bien roulé? Charles Kuipers, donc responsable du service concurrent du Dakar. Je suis en charge d'activer tout ce qu'il est possible d'activer pour que l'expérience Dakar du concurrent soit aussi exceptionnelle que possible. Donc du moment où il a l'idée de faire le Dakar, où il se demande un petit peu comment il va faire, on le conseille, jusqu'à ce qu'en inscription, où on l'aide à se mettre en conformité par rapport à toutes nos attentes administratives. Et puis après pendant le rallye pour arriver à le guider dans ce beau bivouac et arriver à appréhender l'épreuve en elle-même et à faire en sorte qu'elle soit logistiquement et sportivement un bon moment pour lui. Tous les ans, c'est une page blanche, on change d'endroit, le rythme est différent, le découpage des étapes est différent, donc on est très tributaire du sportif et comme le sportif évolue tous les ans et on peut compter sur David Castera pour avoir de nouvelles idées en permanence, dont les 48 heures cette année. Donc nous, ça nous oblige à nous remettre en cause et du coup, ça amène des questions, ça amène des interrogations qui ont parfois des conséquences importantes pour les concurrents puisqu'il faut qu'ils adaptent leur logistique, parfois qu'ils adaptent leur préparation, leur matériel également, leur façon d'appréhender le découpage du Dakar dont on sait qu'il est très long. Notre rôle au service concurrent, c'est d'essayer d'anticiper par rapport à ce que décide le sport, notamment sur le tracé et le rythme que David veut donner et donne chaque année de façon très différente à cette épreuve. C'est d'arriver à anticiper tous les besoins des concurrents, comprendre leurs réactions et anticiper leurs attentes avec eux. Donc du coup, trouver dans l'organisation toutes les réponses qui vont pouvoir leur permettre de gérer au mieux ce Dakar. Il y a des sélections pour les motos uniquement, pas pour les autos ou les SSV. Donc les motos, on a mis en place un processus qui est basé sur l'expérience. Voilà, ce qu'on recherche au Dakar, c'est surtout des gens qui ont de l'expérience du rallye, car entre avoir un bon niveau en enduro et le pratiquer régulièrement, alors en loisir et surtout en compétition, et le Dakar, il y a un monde. Il faut qu'ils soient préparés et qu'ils aient de l'entraînement, et pour ça, on privilégie les pilotes qui font des rallyes. Il y a notamment les rallyes de championnat du monde, un format de 5 jours, où il y a du hors-piste, c'est très varié, il y a du caillou, il y a des pistes sablonneuses, il y a de la navigation, voilà, ce qui leur permet de se familiariser avec le roadbook. Cet exercice qui consiste en permanence à lever les yeux sur la piste et à les ramener sur le roadbook pour pouvoir trouver la bonne route. On a sélectionné un certain nombre de courses auxquelles on attribue des points. À partir de l'année prochaine, ceux qui ont le plus de points maximiseront leurs chances de pouvoir être sélectionnés. Nous, on calcule par rapport au palmarès leur nombre de points. Et puis, il y a un comité de sélection qui se réunit, voilà, sachant qu'on souhaite garder une bonne part pour les rookies, donc les débutants. On essaye de faire un mix le plus optimal possible, basé sur ce système de points.
Hein? Comment on peut te soudoyer pour Ah non, c'est complètement indépendant. C'est pour ça qu'on est 6 à décider. soudoyer les 6? Non, mais c'est vrai qu'on aime bien les concurrents qui nous racontent leurs projets, parce qu'au-delà de l'aspect sportif, le Dakar, c'est d'abord des aventures humaines. Il y a certains projets auxquels on est très attentif parce qu'ils portent des histoires que le Dakar traduit en sport. Benji en est un exemple, puisqu'il emmène toujours avec lui régulièrement sur ses Dakars des jeunes rookies à qui il apprend le sport. Et c'est formidable parce que c'est une notion de transmission et c'est ce par quoi le Dakar vit. Tous les jours, on raconte des histoires de ces motards, de quelque niveau qu'ils soient, qui ont décidé à un moment donné de mettre un casque pour faire 8000 km de spécial et se remettre en cause tous les jours et retrouver la motivation tous les jours. Et voilà, et les histoires qu'ils racontent les aident à se motiver et à finir. Moi, je fais que ça, moi, c'est mon métier. C'est de comprendre leur motivation, parce qu'il y a une partie de la sélection aussi qui joue là-dessus. Il faut vraiment être motivé pour faire le Dakar, il faut être plus que motivé, il faut être déterminé. Donc ça, tu ne peux pas le savoir tant que tu n'as pas discuté avec eux, tant que tu n'as pas partagé leur projet, tant que tu n'as pas compris ce pourquoi ils venaient. Parce que c'est une course qui se gère aussi beaucoup et qui se gagne beaucoup avant même qu'elle démarre. C'est la façon dont on l'approche, même psychologiquement. Alors en moto, on a entre 200 et 220 demandes. On ne souhaite pas prendre plus de 130 motoquads. Dans ces 130, il y a une trentaine de GP, c'est-à-dire tous ces pilotes pros qui pilotent pour des usines. Et dans ces 100 motards, il y en a une trentaine qui font l'original by Motul, c'est-à-dire le Dakar sans assistance. Et donc il reste 70 places pour les amateurs qui partent dans le cadre de team. Je suis arrivé en 2019 et on a mis en place un système de lecture des palmarès, plus les entretiens qu'on a avec les pilotes. Et ça nous aide beaucoup dans notre capacité à appréhender le niveau des pilotes et leur façon d'approcher la course. Les motards sur le Dakar, en termes de solidarité, c'est un exemple, c'est une référence. Ils sont tous hyper solidaires les uns des autres, ils se donnent beaucoup de conseils, il y a beaucoup d'échanges, et particulièrement Original by Motul. Et particulièrement avec Benji qui se donne un mal fou pour... Avant le Dakar, on a un petit groupe WhatsApp, leur donner les conseils, leur dire où sont les bons documents. Moi-même, j'interviens sur ce groupe-là et ça, c'est hyper important. Le taux de fatigue, le niveau de fatigue de ceux qui font ça dans les Original by Motul est beaucoup plus important et beaucoup plus rapide. Voilà. Donc on a un œil particulier sur eux. Donc on fait attention à ce qu'ils sachent bien maîtriser la mécanique et leur entretien. Et puis après qu'ils aient une forme physique un peu supérieure à la moyenne ou en tout cas optimale. Parce qu'on sait qu'ils vont être beaucoup plus sollicités. On me pose souvent la question de savoir comment on réussit un Dakar. Et en fait, le Dakar, c'est un alignement de planètes entre la capacité à maîtriser sa moto, à l'emmener, je dirais, d'étape en étape, sans trop grosse prise de risque et en la préservant et en préservant la mécanique. Mais aussi, ça passe par la connaissance du milieu dans lequel le motard et la moto vont évoluer. Et notamment sur le Dakar, où il y a un rythme qui est assez rapide. Maintenant, le niveau des motards est extrêmement élevé. Même des amateurs, ils sont de mieux en mieux préparés physiquement. Et donc, ce qui fait la différence après, c'est la capacité pour le motard à appréhender un roadbook, à s'imprégner de la philosophie de celui qui a fait le roadbook pour pouvoir optimiser sa navigation et arriver à passer à travers tous les différents types de terrains que leur réserve le parcours. Et le conseil que je donnerais à ceux qui veulent faire le Dakar pour la première fois, c'est préparez-vous physiquement, préparez-vous mentalement à quelque chose qui va vous dépasser, qui va vous pousser dans vos limites, mais travaillez aussi cette expérience. Donnez-vous le temps de préparer le Dakar. C'est pas parce que vous décidez de faire le Dakar un jour que le lendemain, faut que la saison d'après, l'année après, il faut que vous y soyez. Non. Prenez 1 an, 2 ans, 3 ans, faites des courses, trouvez les budgets tranquillement, construisez votre histoire. Médiatisez-la, faites-en la promotion sur les réseaux, emmenez vos sponsors dans cette histoire à 2 ans, 3 ans et arrivez sur le Dakar prêt avec une zone de confort suffisamment importante pour pouvoir finir la première semaine comme vous l'avez commencé, très frais, et vous préserver pour cette deuxième semaine qui est souvent celle où les rêves s'arrêtent parce que ça tombe, la mécanique lâche, le corps lâche. Il faut se préparer et prendre le temps de se préparer. N'allez pas trop vite pour préparer un Dakar, prenez le temps. C'est un sacré fil rouge aussi les GoPro, je trouve, quand tu regardes. L'autre là, elle était encore là, je dis bon allez c'est bon, j'ai eu les shots. Je l'ai arraché, je l'ai mis dans la poche parce que ça m'a saoulé. Ouais, il y avait 2-3 points un peu chauds et je m'en suis bien démerdé, je me suis bien sorti. Bien. Puis tout de suite, je pense. Martini s'est arrêté, je sais pas ce qu'il avait. Il était devant moi, je l'ai rattrapé au kilomètre 100. Tiens.
Oh bah celui-là, je le sors avec confiance en plus, ça fait plaisir. Un pote à prendre la pluie, hein, je pense. Bah là, mon pote. Là, c'était un vrai. Hein fais-lui bien celui-là, hein, comme il soulage. Faut qu'on soit bon aujourd'hui parce que demain c'est la grosse étape, donc que tu finisses tôt, que tu dormes bien. Parce que ça va être là. Je pense qu'après-demain ça va aller, mais demain, ouais, ça veut dire que tu n'emmerdes pas trop avec tes questions, toi. Pose une question. C'est ça que ça veut dire. Je fais pour te filmer. Ouais. Puis après, il y a un beau virage, tu sais, ça fait une belle courbe. Oh, je sais pas ce que t'as pris, t'as pris un caillou dans la roue avant. Hop, hop, tout comme ça. Ouais, ça a été, j'ai fait gaffe. Si tu fais gaffe, ça va. Hein. Ouais. Je pense que le problème qu'ils ont devant, du coup, c'est dès qu'ils vont trop vite, ils freinent trop tard et ils loupent le. Ouais, la tu piste, loupes elle le est pas point. visible. Ouais. Par contre, il y a un moment, avant l'essence, je crois, et ben là, j'ai pas compris les traces, c'était complètement à l'ouest. Pas du tout dans le cap et tout. T'as une carotte dans l'oreille. Quoi? T'as une carotte dans l'oreille. Quoi? T'as une carotte dans l'oreille. Parle plus fort, toi, bah, j'ai une carotte dans l'oreille, non? En fait, il a son axe qui fait que se desserrer. Mani? Non, Jérôme. Il s'est arrêté 10 fois leur série. Wow, bah, au refueling, là, il était desserré, il était sorti, il s'était mis de travers. Je l'ai remis, je l'ai bien serré. Il y a un mec qui m'a lancé une clé, là, j'ai serré. Et puis quand je me suis arrêté et que j'étais devant vous, il était desserré, je le défais à la main. Et je l'ai fait quoi, 10 fois. Après, à la fin, c'était par sécurité que je m'arrêtais parce qu'il y avait plus, il se desserrait plus. Mais je l'ai calé avec ma botte, avec mon talon, comme un fou. Ouais, l'étape ça a été. J'ai remonté Charlie et Moore assez tôt. Charlie s'est arrêté pour un problème de fuite. Le fuite Il pensait moteur. avoir une fuite de réservoir ou un truc comme ça. Et en fait, il a le syndrome du camelback. Ça se donne en fait alors, ça se donne. Ouais, j'ai transmis. Bon, du coup, bonne navigation alors. T'as pas raté de point, rien? Ouais, je suis content, j'ai bien navigué. J'essaie d'être focus quand même pour bien garder ma nav propre. Et il y a 2-3 points là à la fin, là, il y a moyen de se perdre sur les derniers kilomètres. Bon, c'est pas si mal sorti. Tu sens quand même, t'es bien posé. Ouais, j'ai un peu mal au lombaire là ce matin, fatigue lombaire. Ouais, ouais, puis c'est long. Hein. Là, tu sais, en fait, j'étais vachement dans mes pensées. Enfin, vu que c'est rapide et tu sais, des fois ça déroule pas mal et là tu penses. Putain, c'est dangereux ça, ouais. Je pensais à la compta, je pensais à des conneries. Hein. Ouais. C'est vrai que tu dis qu'est-ce que ça va foutre. Et hop, après j'essaie de me concentrer un peu, à me dire allez, mets-toi dans la moto, tu fais comme une course. Quoi. Et tu sais, tu vas vite, mais wop, ça. Ouais. Et justement, quand tu as ces moments-là, il faut être assez lucide pour se rendre compte que tu es en train de dériver un peu et se remettre dedans. Quoi. Demain, ils annoncent quoi? Grosse étape alors? Ouais, alors je crois qu'il a dit hier soir qu'elle allait être raccourcie à peine. Par contre, ça va être normalement pas mal de caillasse. Il y a des mecs qui partent juste derrière moi, je pense, des mecs qui roulent assez bien. 1 minute derrière ou 2. Si je me fais rattraper, c'est pas grave, je vais rester dans les roues pour. Il faudra rester concentré sur la nave aussi. Je crois que je termine 28. 28. Je termine 28 aujourd'hui, assez satisfait. Je vais remettre un Baja, je pense, pour demain. Ça, je suis vachement mieux avec la moto, elle est vachement plus vive et plus. Je la maîtrise plus. Quoi. Tu vois, on a fait 370. Tiens, encore. Ça veut dire qu'il y en a au moins une dizaine devant moi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ça va? Ça va les copains? Merci, c'est gentil. 35 ans, vache. Passe vite. Je sais pas, moi je mange pas moi. On a déjà mangé. Ah, on a déjà mangé nous. Non, on peut manger une fois le midi, une fois le soir. Et si on veut manger plus, eh ben on va à la gamelle de nouilles. Les ventres là, ils arrivent avec le plateau plein, assiette pleine. Ils voient hot dog, hamburger, ils ont pris les deux. Donc si ASO il te refacture quelque chose, tu t'étonneras pas. Ça, je pense, ça va être notre finish en fait. Là, c'était le départ et nous, on va arriver. Quelques pistes. Oh, c'est sympa par contre. La piste de montagne là. Ah ouais, c'était vachement sinueux. J'avais roulé avec Ravi, je crois. Hugo Mahé, moi j'ai 27 ans. Sur le Dakar, j'ai un rôle, l'intitulé c'est responsable qualité bivouac. En fait, j'arrive le jour J ou J-1 sur le bivouac et je dois m'assurer toute la journée que le bivouac fonctionne. Donc, que ça soit au niveau des toilettes, qu'il y ait toujours de l'eau chaude, que ça soit propre, que ce soit au niveau du catering, que la bouffe soit toujours prête pour le petit-déj, pour le repas, pour le dîner. Quand on a des camions qui vont arriver, celui qui est derrière par exemple, qui soit garé, stationné au bon endroit, qui rentre par la bonne porte, qu'il y ait toujours du monde au niveau de la sécu sur les bonnes portes pour orienter le monde. C'est vraiment être là pour que le bivouac fonctionne et qu'il n'y ait jamais de temps mort dans ce bivouac-là et que personne ne soit
mécontents du fonctionnement du bivouac. On est une équipe de 3-4, soit on arrive en précurseur, on appelle ça précurseur, donc c'est la veille, on arrive à midi pour un bivouac qui va avoir lieu le lendemain, on arrive la veille. Et on va vraiment être là pour checker que tout fonctionne sur le bivouac avant que la population arrive. Donc ça va être le sol, que le sol soit bon, que les camions ne s'enfoncent pas, que les barriérages soient bien installés en fonction des plans qui ont été créés avant, que les toilettes soient bien là, que l'électricité soit bien câblée, que les générateurs soient bien au bon endroit, que tout sorte bien des générateurs pour le bon fonctionnement du bivouac. Et puis sinon, moi j'arrive la veille au soir du bivouac, je dors un peu. Et au matin, de bonne heure, je me lève et je m'occupe de tout ça pendant toute la journée, quoi. Il va y avoir des moments creux où tout fonctionne. Là aujourd'hui, tout fonctionne parce qu'on est là installé depuis hier, donc pour l'instant ça va. Mais si à un moment donné il n'y a pas d'eau chaude ou autre, on va m'appeler. Moi, il va falloir que je prévienne le prestataire pour qu'il vienne rapidement gérer s'il y a un problème électrique. L'autre soir, par exemple, à 10 minutes du briefing, on a l'écran qui a coupé, donc il n'y a plus d'électricité sur l'écran, donc ça tombe pile au mauvais moment, donc il faut être réactif, il faut aller chercher le prestataire électricien pour qu'il gère la panne tout de suite et qu'on soit prêt pour le briefing qui a lieu 10 minutes après. Bah là écoute, j'étais en train de checker avec Mathieu où c'est que j'allais positionner ces deux camions Malmoto là qui arrivent, il y en a un qui arrive à 5 h le matin environ à peu près, et un autre qui arrive plus tard dans la matinée. Essayer de voir où est la meilleure position pour que quand Mathieu et son équipe arrivent, il n'ait pas à bousiller le camion, que ça soit bien en place pour lui. Demain, c'est la grosse dernière étape, on va dire. Enfin, c'est pas la dernière étape, mais c'est la plus grosse étape jusqu'à la fin de ce rallye Dakar. Une étape qui va être longue, qui va être pleine de cailloux et qui risque de nous réserver quelques surprises. Donc nous, c'est une étape qui est importante pour nous. On veut que Benji la passe dans les meilleures conditions possibles. On va le suivre tout le long pour pouvoir voir si tout se passe bien. Alors, est-ce que vous savez que vous aussi, vous pouvez suivre cette étape via une application qui fonctionne plutôt bien, qui est l'application Dakar, tout simplement. Vous téléchargez cette application et grâce à cette application, vous pouvez suivre Benji tout au long de sa course avec certains points de passage à certains kilomètres. Donc pour ça, vous allez dans l'application, sur l'onglet Direct, et vous allez avoir un tableau qui va s'afficher. Donc dans ce tableau-là, vous verrez que vous avez la liste des pilotes, et vous pouvez voir le DSS, qui est le départ de la spéciale, comme les kilomètres. Vous pouvez changer, vous avez un onglet qui s'appelle PK, avec un numéro derrière, en fait c'est des kilomètres. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche et choisir le kilométrage que vous voulez. Par exemple, pour l'étape d'aujourd'hui, Aloula, non c'est Al Douadami Aïl, vous avez au PK 51, vous cliquez et vous pouvez voir tous les pilotes qui sont passés et leur classement en fait, en fonction de ce passage. Donc ça vous permet de suivre tout au long de la journée Benji sur sa course, sur tous les différents PK, et de voir s'il les valide bien, combien il est et surtout s'il finit bien la course. Vous avez à la fin l'ASS qui est l'arrivée de la spéciale. Si cette ASS est validée, ça veut dire que Benji a bien fini sa course. Donc j'espère que vous prendrez votre pied à regarder demain en direct cette étape. Nous personnellement, c'est quelque chose qui est très intéressant, très stimulant et on peut suivre les avancées. Voilà, vous avez même une cartographie qui vous permet de voir en temps réel le point GPS de Benji. Voilà, bonne étape à tous et à demain soir pour de bonnes nouvelles, j'espère.